Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme, la préparation de la séance de jeudi, quelques plans de trade, les nouvelles, le suivi de mon trade. Je vous retrouve de l'autre côté. Tout d'abord, merci encore pour les gentils messages que vous m'envoyez ou que vous me laissez sous les vidéos YouTube. Ça fait plaisir de voir que cette vidéo rend service ou au moins fédère à un certain trader isolé en apprentissage. La séance est plutôt belle, hein. On s'adjuge 0,90%. À l'origine de cette bonne humeur, eh bien, des statistiques qui ne démentent pas la reprise économique ni la reprise de l'emploi, avec toujours des incertitudes quant à la pandémie dont on ne voit pas la fin, et l'augmentation du cours de l'or ininterrompue maintenant depuis des semaines, l'or qui dépasse encore 2040 $ aujourd'hui, eh bien, sont les marqueurs de cette incertitude. Et puis, bien sûr, les tensions entre la Chine et les États-Unis, notamment avec le dossier TikTok maintenant, que vous avez suivi, ou du moins vos enfants connaissent. Et nous voilà donc au pied, bon, c'est peut-être un peu vite assuré, mais on n'est pas très loin du gap des 5020-4982. Le rebond sur le support mineur des 4691-4784 tient toujours pour l'instant. Je vous rappelle qu'on a cassé un canal descendant. Ici, l'objectif de ce canal serait de tracer la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Ici ou là, c'est pareil de toute manière. Et vous prenez une parallèle à cela et normalement, on devrait aller au contact de ce canal. Alors peut-être que ce sera à ce moment-là, peut-être que ce sera à ce moment-là. Elle descend la ligne 1, donc elle accompagne le mouvement. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération, les Fibonacci comme d'habitude. Alors les Fibonacci, j'avais expliqué sur la séance précédente qu'on avait retracé alors attendez, je vais changer les couleurs. Il faut vraiment que je change la configuration parce que je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Et on a la possibilité de suivre le rebond avec les Fibonacci. Alors les 23,6% ont été avalés, les baissiers ont été emportés, les 38,2% ont fait illusion un peu hier, mais aujourd'hui c'est bien au-dessus des 38,2% que l'on clôture. Il est donc envisageable de viser les 50% de Fibonacci, et du moins tant que se maintient au-dessus des 38,2%, c'est quelque chose qui tient la route. Et nous avons, alors on m'a posé des questions par rapport au statut du gap, j'y reviens rapidement. Un gap est toujours défendu. Okay, il y a toujours des traders pour défendre le gap, ne serait-ce que parce que le ratio gain-risque est intéressant. Néanmoins, à titre personnel, lorsque l'objectif du gap a déjà été rallié, comme ça a été le cas par le report de la distance parcourue avant le gap, par-delà le gap, je considère qu'il est moins défendu. Alors, on peut pas savoir, on peut jamais savoir si ça va faire son office ou pas, mais de toute façon, vous le savez bien, le trading, en analyse technique, c'est important d'avoir raison, parce que il faut quand même anticiper l'évolution des cours, mais en trading, on s'en fiche. L'important, surtout, c'est de gagner de l'argent. Et on peut gagner de l'argent en ayant tort plus souvent qu'on a raison, avec un ratio gain-risque qui est à votre avantage. Bref, tout ça pour dire que un ralliement des 4980 envisageable. En fait, ce qui se passe très souvent dans ce genre de situation, c'est une figure en 1, 2, 3. Alors, j'ai un module de formation là-dessus, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous évoluez sous une oblique, ok, et une fois que l'on a cassé l'oblique, ça vous donne la phase 1, ça vous donne la phase 2, et ça vous donne éventuellement une phase 3, à condition que l'on franchisse le plus haut de la phase 1. Bon, je suis vraiment en train de tirer des plans sur la comète, mais c'est souvent ce qui se passe, donc il faut y être préparé. C'est intéressant notamment lorsque vous envisagez de rentrer en trade. On verra ce qui va se passer, encore une fois, et je le répète à l'envi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je sais absolument pas ce qui va se passer de toute manière. En tout cas, la bougie d'aujourd'hui est neutre avec un ballottage favorable au haussier, parce qu'elle est verte. Verte, ça veut pas dire que ça monte, verte, ça veut dire qu'on a clôturé au-dessus du niveau d'ouverture. En l'occurrence, ça monte aujourd'hui, mais c'est pas systématiquement le cas. Regardez, cette bougie-là, elle est rouge. Bougie rouge, pourtant on a progressé hier de 0,2%, ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert la couleur rouge.
Ça montre la pression intrinsèque en fait. Et pour demain, ça nous apporte peut-être un avantage légèrement favorable aussi, mais surtout l'idée c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de monter, hein. Il faut regarder au niveau des repères où se cachent les baissiers. Les baissiers se cachent ici, ils se cachent sur le gap et ils se cachent sur les niveaux de Fibonacci. Ils vont tenter leur chance, hein, on l'a vu. Nous avons également la possibilité... Ah oui, alors il faut la suivre, hein, cette fourchette d'Andrews, parce que on a plusieurs fourchettes d'Andrews à suivre. Celle-ci, dont la médiane a été ralliée. Vous voyez. Ok. On pourra éventuellement, si on sort de la fourchette d'Andrews, comme ça, tracer une nouvelle fourchette d'Andrews qui nous accompagnera. Et le cas échéant, elle ressemblera à ça. Mais je tire là aussi des plans sur la comète. Mais c'est bien d'avoir des idées en tête quand même. Vous voyez. On n'est plus très loin. Et on a toujours l'autre fourchette d'Andrews dont la médiane, elle, n'a pas été ralliée et qui m'intéresse en fait plus parce que les incidences, les conséquences d'un refus de médiane, c'est-à-dire si on va pas chercher la fameuse médiane et qu'on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir rallié la médiane, l'objectif, on en reparlera plus tard, mais ça serait d'aller chercher cet objectif-là. Ok, ça aussi j'en parle dans mon pacte Trado si vous voulez vous entraîner avec des exercices. Et ce qui nous emmène tout droit aux éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50 et les bandes de Bollinger. Et voilà ce que l'on a. On a une tendance de court terme qui est neutre parce qu'on est au-dessus de la M7 qui descend. On a la tendance générale qui est baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. Et on a une tendance de fond qui est neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a clôturé cette fois au-dessus de la M7 et ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse parce que c'est l'objet du backtest du jour. Que se passe-t-il lorsque l'on clôture au-dessus de la M7? Est-ce qu'on a des chances non négligeables d'aller chercher la M20? Eh bien, c'est ce que je vous propose maintenant. Alors, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pour partager ma méthode. Il n'y a aucune légitimité scientifique dans les conclusions qui vont suivre parce que l'échantillon n'est pas représentatif. On ne peut pas tirer des bilans avec 21 occurrences, ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, il faut absolument que vous mettiez les mains à la pâte et que vous backtestiez vous-même pour en savoir davantage sur un échantillon plus important. En tout cas, le pari sera pour moi remporté si on va toucher la M20 avant que de clôturer en dessous de la M7. Et le test sera perdu si on clôture en dessous de la M7 avant d'avoir touché la M20. C'est parti! Alors, première occurrence, c'est ici. Et c'est un succès, vous voyez. Je parle en fait après une clôture hors Bollinger, hein. Clôture hors Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger. Attendez, je vais enlever ça parce que ça me bouche la vue, donc à vous aussi. Voilà. Donc, je reprends. Clôture hors Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, retour sur la M7, clôture au-dessus de la M7 et M50 et M20 dans la foulée. Mais celui-là, il a fait les deux d'un coup. Donc, on continue. Un succès encore, un deuxième succès. Vous voyez, regardez. Sortie bande de Bollinger, réintégration, clôture au-dessus de la M7, M20. Ça marche. Encore un succès. Sortie hors de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, clôture au-dessus de la M7. Et puis on n'a pas clôture en dessous de la M7 avant d'aller chercher la M20. Encore un troisième succès ici. Un échec. Voilà, ça m'intéresse de le développer pour vous. Hors Bollinger, réintégration et clôture au-dessus de la M7, mais on a clôturé en dessous de la M7 avant d'aller chercher la M20. Donc c'est un échec. Un succès, un échec, un deuxième échec, un troisième échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, deux échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième, un sixième succès. Et le compte est bon, on en est à 21 et sur 21 occurrences, ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 6 fois, autrement dit le taux de réussite de ce setup est de 71%. Est-ce que ça veut dire que on aurait dû à la clôture de la séance de lundi ou à l'ouverture, non, mercredi,
ou en ouverture de séance jeudi, parier sur le fait qu'on touchera la M20 avant de clôturer en dessous de la M7, non, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que ça ne vous dit pas où on rentre, où on sort, à quel moment on prend ses profits, à quel moment on prend ses pertes, etc. Il faut encore backtester ça et c'est à vous de le faire. Je ne peux pas vous donner simplement des setups comme ça parce que je fais le plus gros en vous montrant comment procéder. Mais si vous ne faites pas vous-même vos statistiques, vous n'aurez pas confiance. Vous avez bien vu, à un moment, on a eu 4 trades perdants sur, enfin 4 occurrences perdantes sur ce backtest. Si vous savez pas vous-même que ça fonctionne dans 71% des cas, et c'est moi vous dire qu'après avoir perdu 4 trades de suite, vous commencez à douter de la méthode. Donc vous devez mettre les mains dans le cambouis, sinon vous ne croirez pas ce que votre méthode vous dit et ne croyez pas, ne prenez pas sur parole ce que vous disent les formateurs, y compris moi. Ok, parce que si vous prenez sur parole et que vous buvez les paroles naïvement, vous n'aurez pas la force de conviction de croire en ce que vous faites. Vous devez backtester vous-même et croire dans votre travail. Ok, ceux qui vendent des signaux, etc. peuvent être extrêmement honnêtes. Mais si vous n'avez pas vous-même backtesté, eh bien, vous allez péter un plomb au moment où vous allez avoir 4, 5, 6 trades perdants d'affilée. En tout cas, ce que ça dit, c'est que il est plus probable d'aller chercher la M20 que de clôturer en dessous de la M7. Donc, si vous avez spéculé à la baisse, ou que vous prévoyez de spéculer à la baisse maintenant, sachez que, pourquoi pas, hein, mais vous avez sans doute plus de chances de monter d'abord que de baisser. On passe aux autres indicateurs techniques et comme vous le savez, on a eu des signaux aussi qui ont été délivrés. Ils ont été délivrés en même temps par le CCI, on l'a vu hier, le stock et le MACD 0, on a dit que ça avait plus de chances de monter que de baisser. En ce sens, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas surprenant, mais ça ne s'est pas encore diffusé aux indicateurs techniques lents, notamment le RSI est toujours en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0 et le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc ce n'est pas fait du tout, méfiez-vous. On a pour terminer donc l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est pas mal, mais peut mieux faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se produire sans doute demain ou après-demain au pire. C'est c'est neutre. Hein. Pourquoi c'est neutre? Parce que, vous voyez, le nuage, il est pas orienté, hein. Il est à plat. La Tenkan est descendante, donc la tendance de court terme est descendante, mais on est au-dessus. Et la Kijun est plate, bref. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous voyez, regardez, on avait les cours qui ont reflué au contact de cette oblique, qui sont passés finalement avec une accélération haussière. Et sans doute demain, on aura la nouvelle confrontation. Je vous rappelle que la précédente confrontation, elle a eu lieu là et elle a été à la faveur des baissiers, puisque n'oubliez pas que la lagging span, c'est les cours projetés 26 séances en arrière. Hein. Je vous rappelle que tout ça, ça fait partie du pacte Trado aussi, si vous voulez vous entraîner avec des exercices. Et demain, tada, eh bien, on devrait normalement avoir sur ce niveau, ici, une nouvelle confrontation. Alors, ça va pas être facile parce qu'au moment où on va monter comme ça, on aura la Kijun, heureusement elle n'est pas descendante, elle est plate, et on va avoir la lagging span qui va se confronter au baissier. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir des traders Ishimoku qui vont tirer à vue. Mais en même temps, si jamais ça passe, à mon avis, c'est bingo. Par contre, on a également regardé un twist probable du nuage qui risque d'arriver. Et ce twist, il est baissier s'il arrive. Donc ça va être absolument fascinant à suivre. On passe au trade. Alors voilà, si vous voulez trader à la baisse, vous pouvez par exemple trader lorsque la lagging span sera au contact de ça. Ok, lorsque les cours seront ici, vers 4963, la lagging span sera vers l'oblique et ça risque de tirer à vue. Donc si vous pariez sur une reprise de la baisse, bon c'est un peu compliqué, on va dire qu'on va parier sur un retour, je sais pas, par exemple si le prochain support il est là, ça va vers 3,6% de baisse. Si vous mettez un stop en dessous de la Kijun, en dessous du gap, etc. à 1,4%, bon, vous êtes assez large, vous avez un bon ratio gain-risque pour trader à la baisse. Si vous voulez acheter maintenant, si vous voulez plutôt trader à la hausse, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on est un petit peu bien avancé dans le rebond technique. Moi, je pense que si je devais maintenant trader à la hausse, j'utiliserais les Fibo et je viserais les 50% de Fibonacci. Ok,
en mettant un stop loss en cas de clôture sur les 38,2. Mais c'est un petit peu plus difficile à gérer parce que bon, le ratio gain-risque, il est pas mal, hein. Si on ouvre sur les niveaux actuels, vous espérez gagner 0,7%. Si vous mettez un stop loss à 0,7%, bon, enfin un peu moins, par exemple, en dessous des plus bas du jour à 0,55%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, avec une logique qui n'est pas non plus débile, hein, puisque voilà, vous avez une dynamique qui est aussi, on est en rebond technique. Voilà, c'était un petit peu long. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si vous le désirez, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos et vous serez prévenu en temps réel lorsqu'elles sont publiées. Je vous dis à demain pour la mise à jour.